Comment ça va tout le monde? Bien ou quoi? C'est quoi qui fâche? On va parler réglementation. On va parler réglementation Mika et on va essayer de se projeter un petit peu. J'ai pas voté moi les gars, donc me parlez pas de ce que j'ai voté ou ce que j'ai pas voté. Oui effectivement pour ceux qui nous écoutent, on est le 8, la rediffusion sera... Non, on est le 9, pardon, la rediffusion sera le 10 et il y a effectivement les élections européennes. Ça se passe en ce moment même et les Français peuvent voter jusqu'à 20h. L'émission se passe à 19h, donc on aura probablement un résultat à la fin de l'émission. Voilà, et puis pour ce qui est de notre industrie des crypto-monnaies, le sujet crypto n'est quasiment pas employé. On nous parle d'IA, on nous parle de préférences nationales, d'immigration, d'écologie, d'industrie, mais on nous parle pas de crypto et je vous avoue que c'est un peu choquant. En tout cas, je parle à l'échelle française, j'ai pas regardé les programmes partout dans toute l'Europe, mais tout le monde s'en tape alors que c'est le futur de la monnaie, c'est assez impressionnant. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse rapidement un point sur l'actualité et puis mes quelques notes et on regardera un petit peu les analyses fondamentales. On est sur une semaine qui est relativement relativement chiante, c'est-à-dire qu'à part des meme coins spécifiquement sur Base, ça ressemble pas à grand chose. On a des altcoins qui se sont pris une sacrée correction, hein. Je sais pas si vous avez fait gaffe, je pense que oui, mais ouais, de manière générale on a quelques altcoins qui ont pris très cher. Bon, comment ça va vous? Vous profitez bien de vos vacances, j'espère. Moi j'ai bien profité là. Quand le gouvernement touche à quelque chose, ça vire toujours à la catastrophe. S'il parle pas de crypto, c'est juste une bonne nouvelle. C'est une façon de voir les choses intéressante, c'est vrai, tu dis pas de bêtises. On va profiter du coup du fait que pour une fois on est en plus petit comité, donc je vais pouvoir prendre plus de temps pour répondre à vos questions. Mais avant de commencer, passons à l'actualité. Alors pour l'actualité, déjà on apprend que Binance réouvre les paiements via Mastercard et Visa. Apparemment on pouvait plus acheter via carte bancaire depuis un certain temps sur Binance, sur la plateforme. C'est revenu avec des limitations de l'ordre de 5000 € en euros et 20 000 $ pour ceux qui payent en dollars. Voilà, je suis en ce moment même en train d'écrire une initiation aux crypto-monnaies pour les gens qui n'y connaissent rien, qui vont venir compléter nos formations actuelles. Ce sera bien entendu un cours qui sera gratuit. Et du coup, j'ai pu tester la solution de MetaMask qui s'appelle MetaMask Portfolio, je crois. Et il y a une option achat dessus. Et j'avoue que c'est assez intéressant sur de la carte bancaire parce qu'on est entre 1% et 1,5%. Alors, ça vaut pas du virement bancaire, hein, bien entendu. Mais bon, pour une raison que j'ignore, des fois, ça a du mal à charger. Mais je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. D'abord, tu connectes un wallet. Hop, alors je vais juste faire ça histoire que ça rafraîchisse un petit peu les fournisseurs à droite. Sinon, il faut peut-être que je connecte le wallet. Et bref, ça met en concurrence en fait différents prestataires de services de paiement. Alors imaginons sur 1000 €, vous allez voir rapidement, en sachant qu'il y a des frais de réseau qui sont pris. Voilà, on se retrouve à 980 €. Alors, il y a les petits frais, mais par rapport à une époque où on payait entre 2,5 et 3,5% par CB, ça a bien baissé. Et j'aime bien le concept de mettre en concurrence tout le monde. En plus, voilà, tu crées un wallet MetaMask tout frais, tu te connectes et tu n'as pas besoin de faire de KYC supplémentaire parce qu'ils connaissent déjà tes informations par le biais de ton nom, ton prénom, ta carte bancaire. Alors après, il ne faut pas utiliser une carte bancaire volée, hein, évidemment, mais le service c'est pas trop mal. Quelle arnaque, zéro frais avec Monerium. Tu payes des frais de swap. Après Monerium c'est un peu particulier parce qu'ils sont en phase d'acquisition, ils sont prêts à perdre de l'argent. Mais c'est vrai que c'est bien que t'en parles. Moi j'aime beaucoup Monerium, je l'utilise pour ma boîte. Quand j'encaisse des paiements en crypto, si vous voulez, comment ça se passe? Moi je facture le prestataire une crypto-monnaie, par exemple Ultra. Je vais te payer en crypto-monnaie Ultra. Et après moi ce que je fais c'est que je fais un swap on-chain contre du Monerium Euro. Et d'ailleurs une crypto-monnaie régulée, Monerium Euro e-money. Alors Monerium c'est une entreprise basée en Islande qui bosse avec la Banque centrale d'Islande et qui a, je crois, un agrément d'établissement de monnaie électronique. Alors ils n'ont pas une liquidité de dingue, hein, il me semble. On n'a pas de précision sur la capitalisation, c'est assez bizarre. Ça m'étonnerait qu'ils aient aussi peu de capitalisation, mais bref, ça fonctionne bien. Après, du coup, une fois que tu as tes Monerium Euro sur ton wallet, ce que tu fais, c'est que tu connectes à la plateforme Monerium, après avoir fait un KYC, bien sûr, KYC spécifique à Monerium, et tu peux choisir de te faire un virement. Donc idéalement encaisser des stablecoins, mais si vous ne pouvez pas, essayer de faire en sorte qu'au moment où vous êtes payé, de vendre au moins au prix où vous êtes payé. Idéalement, si le jeton a pris de la valeur, c'est mieux, mais essayez de vendre rapidement. Et si jamais vous avez fait une petite plus-value, alors moi je vais voir ça avec mon fiscaliste à la fin de l'année, apparemment, on va essayer de trouver dans quelle case on gère ça. Les virements sont instantanés, quasiment instantanés, effectivement. Ouais, franchement, ça marche super bien, Monerium. Ensuite, on a Vanek, qui est une entreprise spécialisée en investissement. Merci beaucoup, Romain, pour le sub. Vanek qui estime l'Ethereum jusqu'à 22 000 $ en 2030. Alors, en gros, ils font une estimation où ils nous disent que... Excusez-moi. Ils nous disent que si les ETF Ethereum passent et que ça fonctionne bien, ça va être hyper bullish parce qu'ils se basent sur les ETF, sur plein de trucs qui ont bien marché comme l'or, etc. Et aussi les résultats récents sur le Bitcoin qui ont effectivement bien poussé le prix du Bitcoin. Et ils nous font vraiment une estimation hyper large, regardez. Donc on a une estimation bearish où là vraiment c'est la catastrophe. Alors je vais juste enlever ma cam 2 secondes. L'estimation bearish c'est vraiment si le marché part en sucette, on tombera à 360 $ l'Ether.
Mais là, ça voudrait dire que potentiellement le marché se porte mal et puis même pire que Ether se fait outrepasser par une autre blockchain, Solana ou autre, et que du coup, voilà, il y a un désintérêt pour l'Ether. D'ailleurs, je dis Solana, pourquoi pas Bitcoin hein, finalement. Ensuite, on a la base case où voilà, ça me semble pas trop déconnant d'estimer à 22 000 $. Donc là, on verra. On parle horizon 2030. Donc il partirait du principe que le supply d'Ether est un petit peu réduit parce qu'il y a beaucoup d'activités sur le réseau aussi. Donc vous connaissez le délire déflationniste. Et après, ils ont un délire total où ils se disent on pourrait montrer à 154 000 $ l'unité en 2030. Bon, un petit peu abusé. Est-ce qu'on a un Ethereum Rainbow Chart pour rigoler? Je sais pas si vous vous souvenez de ce truc. Oui, ça existe, ouais. On va essayer de l'amener en 2030 pour voir. Donc, on a l'habitude, depuis un bon moment déjà, de voir Ethereum jouer entre deux niveaux de prix. Et donc, nous, on va utiliser cette charte pour rigoler. On dirait en 2030, on serait entre la zone... Ça nous ferait quoi? Zone verte, on serait plus sur du 5 000 $ actuel. Hein. Et zone orange, on serait plus sur du 14 000 $. Ah, de 14 000 à 20 000 $. Ouais. Cette tranche me perd un peu plus. Entre 5 000 et 20 000 $. Que le truc, c'est que les gens restent un petit peu sur leur faim par rapport à Ether. Et en fait, ce qui ferait que ça prendrait bien, c'est que ce serait le marché crypto qui, dans sa globalité, prendrait bien. Mais contrairement aux fois d'avant, le truc, c'est que pour le moment, on est un peu en période toujours inflation, crise, etc. Il n'y a pas la planche à billets à outrance qu'on a eu avant. Le halving sur Bitcoin n'a pas eu l'effet habituel. Donc oui, il y a les ETF qui peuvent doper un peu le prix, mais j'y mets pour le moment quelques réserves. On va voir. Celui qui a pète, en parlant de Monerium, j'ai une question comme si... Tu dis il n'y a aucune plus-value de réaliser lorsqu'on fait un virement sur un compte français, il n'y a pas de taxe appliquée. Je comprends pas ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, quand tu es payé, non pas en crypto, mais que tu es payé normalement, bon bah tu payes un impôt. Quand c'est une crypto, il y a effectivement une histoire de plus-value. Moi personnellement, je facture ça avec ma boîte comme si je facturais une prestation en euros. Hein. Je suis pas dans du trading de crypto-monnaie avec ma boîte. J'essaie idéalement de me faire payer en stablecoin, mais ce n'est pas toujours le cas. Et si jamais tu as par exemple transféré d'un wallet à un autre wallet à un autre wallet parce que tu devais vendre, je sais pas, tes stablecoins contre des euros, bah il n'y a pas de plus-value. Donc normalement, faut pas que tu aies à payer de taxes sur la plus-value. Ça représente un ajout de 2100 milliards de capitalisation d'Ether pour arriver à ce prix. Oui, alors après, en fait, le problème qu'on a en ce moment où les gens se disent ouais, c'est trop capitalisé, ouais, c'est n'importe quoi, machin, c'est que quand tu prends du recul sur ce marché, à chaque nouveau cycle, vous voyez quand même que les pumps sont violents. On a quand même eu une époque où, en 2017, on avait 30 milliards de market cap sur les cryptos. Fin 2017, au top, on est passé à 800 milliards. Après, effectivement, on a rebaissé. De 800 milliards, on est allé beaucoup plus haut. On a multiplié. Et donc là, on s'est dit, nouveau cycle, plus d'institutionnels. Il va y avoir encore plus de fric dans le marché. Donc, la logique voudrait qu'on aille taper beaucoup plus haut, avec comme d'habitude Bitcoin et Ethereum principalement. Donc ça me paraît pas déconnant de se dire à horizon 2030, parce qu'on est que en 2024, donc on aura un nouveau halving sur Bitcoin d'ici là, plein de choses qui vont se passer, que la capitalisation s'enflamme, si ça fait comme d'habitude. Et pour le moment, voilà, pas d'alt season, effectivement du Bitcoin qui reprend des forces et qui représente beaucoup dans la balance. Et voilà. Donc on verra. Lorsque tu transfères tes Monerium euros vers ton compte, tu passes en fiat. Oui. Mais en gros, moi, au niveau de ma fiscalité, c'est comme si je facturais une prestation en euros en fait. C'est juste que le partenaire, il me paye avec des cryptos quoi. Mais c'est quand le prochain FOMC? Il me semble que c'est le 13. Alors je me suis noté quelque chose par rapport à ça, effectivement. On a la Banque Centrale Européenne qui a un petit peu baissé ses taux directeurs. Donc vous savez, les taux directeurs, c'est la capacité à emprunter. C'est quand les taux sont bas, ça stimule l'économie, que ce soit l'immobilier, etc., etc. Ça pousse les gens à prendre des risques. Là, en ce moment, on est encore en train de digérer toute la période inflationniste qu'on s'est bouffé à la suite du Covid. Pour ce qui est effectivement du dollar américain, de la Fed, etc., il se pourrait que les taux restent au même niveau, contrairement à l'Europe qui a baissé. Donc le signal envoyé, c'est que la situation, elle se règle pas et c'est pas foufou. Marc Zeller a dit qu'il y avait un vide juridique sur l'URE et qu'il n'était pas imposable car il y a un statut bien particulier. Ok, allez pas. Tu conseilles quoi en termes de régime fiscal pour quelqu'un qui veut être full-time Christo mais rester en France? Tu as ton compte, pour pas rentrer dans la case pro, tu fais pas des milliards de transactions, tu n'utilises pas de bot de trading haute fréquence, de trucs comme ça, et puis tu seras sur de la flat tax. Hein. Voilà, hein, donc régime français, tu es sur la flat tax. Hein. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire, j'ai envie de te dire. Memecoin, peut-être le narratif de ce cycle. C'est ce qui se dit, ouais. C'est ce qui se dit, effectivement. En fait, le truc, c'est que le memecoin, le narratif, c'est quoi? Le narratif d'un memecoin, c'est juste de se dire, les gens qui considèrent les crypto-monnaies comme un vulgaire casino et rien d'autre,
Bon bah là on assume directement le fait que ce soit un casino et on parie un petit peu sur les grands gagnants du casino. Donc Dogecoin qui a sa place historique, c'est vrai que Shiba ça bouge pas trop, PP qui remonte en force, et après tu vas avoir des gros meme coins qui ont bien la cote sur ce cycle, comme Bonk, pour être en ce moment sur Base, et après les coins liés aux élections, donc Trump et Biden. Mais bon, moi j'ai envie de dire, ça, c'est un peu comme les NFT, tu vois. Les NFT, il y a beaucoup de gens qui ont vu ça un peu comme un casino. Les ICO, c'était un petit peu aussi ce délire, prends mon argent et j'espère que mon argent va se multiplier par X. Donc il y a du vrai là-dedans, mais d'un autre côté, ça m'emmerde un petit peu, tu vois, en termes de narratif. J'ai aucun problème avec les gens qui font ça, mais c'est pas un narratif que tu peux présenter au monde entier pour faire venir des gens. C'est-à-dire que les ICO, c'est bien, ça fluidifie la capacité d'investissement, de lever des fonds, de financer des projets, etc. Les NFT, le sous-jacent technologique est hyper intéressant. Le meme coin, t'as quoi à raconter? On assume qu'on est des cons et viens faire les cons avec nous. Tu vois, c'est un peu particulier comme façon de présenter les choses à des normies. La coupe de cheveux que j'ai pas compris, la CryptoDog, bah écoute, on m'a pas signalé les pieds derrière la tête, donc ça s'est passé comme ça, écoute. Revenons-en donc sur Mika Binance. On va parler de Mika de manière générale. Alors, c'est Binance qui a fait un premier communiqué pour nous dire que l'accès aux stablecoins non régulés prendront fin partiellement puis totalement à partir de fin juin. Donc en fait, si vous voulez, la réglementation Mika, c'est une réglementation européenne qui prendra les pleins pouvoirs à partir de décembre 2024, mais il y a une première étape de fait à partir de fin juin pour les stablecoins et d'autres types d'actifs semblables aux stablecoins, on va y venir. Et donc en fait, Binance nous explique qu'en gros, quasiment tous les stablecoins qui existent, qui sont émis par des acteurs centralisés, type Circle pour l'USDC, Tether pour l'USDT principalement, vous pourrez les vendre, ils vont pas être délistés, vous pourrez les vendre mais vous pourrez pas les acheter. Donc, vous allez devoir vous en séparer. Pour le moment, de ce que j'ai lu sur internet, j'ai cité du coup Grégory Raymond, on n'aurait que 2 stablecoins totalement en règle. On a celui de Monerium, donc le Monerium Hero que je vous ai montré juste avant, et le stablecoin de Gemini. Pour l'USDC, c'est en cours, mais tout à l'heure, en prenant des notes, j'ai découvert quand même un grand mais. Dans la réglementation en vigueur, ce qui nous explique, c'est que... Attendez, j'essaie de reprendre. Les nouvelles règles de Mika ainsi sur la transparence et la gestion des réserves. Un petit émetteur de stablecoin. Donc déjà, ils définissent petit émetteur et gros émetteur en détail. Un petit émetteur de stablecoin devra maintenir 30% de ses réserves en dépôt de trésorerie dans une box, tandis qu'un gros stablecoin systémique comme l'USDT ou l'USDC devra avoir ce taux à 60%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On parle pas de réserves fractionnaires. Dans tous les cas, les stablecoins émis sont backés par une vraie valeur en dollars. Il faudra que... dollars ou euros, pardon. Mais il faudra que ce stablecoin soit totalement liquide. C'est-à-dire que si tu émets 100 milliards d'euros, par exemple, de stablecoin, il faut que... dans le cas de l'USDT ou de l'USDC, que tu aies au moins 60 milliards en banque. Donc si tu es en bon du trésor et compagnie, ça marche pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé USDC Transparency. Je suis tombé sur la page de Circle. Et donc sur cette page de Circle, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un peu plus de 30 milliards d'USDC en circulation, mais seulement une petite quantité en cash en banque, 3,6 milliards, donc on est à allez, 15%. Tout le reste, c'est des fonds de réserve Circle. Et les fonds de réserve Circle, donc ils nous disent que c'est enregistré aux US, etc., mais que c'est basé sur du trésor américain. Donc du coup, comme aujourd'hui leur business model, c'est principalement de faire du rendement avec des bons du trésor américain, donc de prendre des risques, ce qui se passe, c'est que soit ils vont dans le sens de la réglementation européenne, mais du coup, il y a un énorme manque à gagner. Mais par contre, le stablecoin est quand même beaucoup plus stable parce que tu as toujours un petit risque de faillite. Ou alors, c'est en mode tant pis quoi. Tant pis, on se met pas en conformité. Alors je sais pas trop comment ils vont gérer leur truc. Est-ce qu'ils vont faire une filiale avec un stablecoin, un nouveau stablecoin qui serait compliant européen, et nous, il faudrait qu'on achète ce stablecoin spécifique pour la réglementation européenne, et ce serait un stablecoin qui serait différent de l'USDC traditionnel? Franchement, je sais pas. Et rappelez-vous, les bords du trésor américain, c'est pas risqué. C'est très peu risqué, mais tu peux pas dire que c'est sans risque. Si tu as un rendement, c'est qu'il y a toujours un semblant de risque. Là, le risque, c'est de se dire que les US font faillite. Donc effectivement, le risque est pas énorme, mais il existe. Et qu'est-ce que je voulais dire? On a aussi le stablecoin d'Usual Money, qui est censé être un stablecoin qui rend du rendement. D'ailleurs, je ne suis pas. Je sais pas trop comment ça va se passer pour eux. Parce que ce que dit la réglementation, c'est que, en gros, pour être autorisé à être un émetteur de stablecoin, tu dois obtenir un agrément d'établissement de crédit, donc comme les banques, ou d'établissement de monnaie électronique. Bon, ça se fait. Rédiger un white paper qui détaille tout sur l'émetteur du jeton, la tokenomics, les réserves, nanana, faire preuve de transparence, ok, pas de souci. Respecter les interdictions de payer des intérêts liés aux jetons émis, c'est-à-dire que tu peux distribuer un rendement, mais ce rendement ne peut pas être fait
avec ce même stablecoin. Donc là, il y a peut-être un coup à jouer, j'avoue que je maîtrise moins. Assurer des communications claires, bon ok. Élaborer un plan de redressement et de remboursement, bon ça, traditionnel, de toute façon, ça va avec l'agrément d'établissement de monnaie électronique. En gros, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe si jamais je fais faillite? Genre, s'il y a un piratage, un cas de force majeure, des problèmes dans les bureaux, bref, qu'il se passe des trucs de fou, comment on gère. Et donc, bon, se conformer aux exigences accrues pour les stablecoins d'importance. Donc là, c'est effectivement, si tu es considéré comme un acteur systémique, tu as des règles qui se rajoutent pour toi. Voilà. Il y avait aussi cette histoire, alors je l'ai noté, il est également prévu que les transactions quotidiennes de stablecoins soient limitées à 200 millions d'euros. Voilà, donc quotidiennes. Très loin de la réalité du marché. Je ne sais pas si cette règle, elle va rester. Il y avait un premier document qui avait été émis en mai 2023 pour donner plus de détails, mais depuis, on ne sait pas trop. En tout cas, sachez que l'USDT de Tether, c'est niet. Donc on continuera de le voir sur les exchanges qui ne se mettent pas en conformité avec la réglementation européenne et sur les plateformes décentralisées. Là, il n'y a pas de souci. Mais bon, ça va quand même mettre un petit coup de pied à Tether parce que je pense qu'il va y avoir d'autres acteurs qui vont aussi se conformer à ce que fait Mika ou essayer de s'en rapprocher. Et voilà, pour moi, le gros doute, il se fait au niveau de l'USDC et des produits type Ethena. Donc pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un split, quoi. Les gens vont aller de plus en plus sur des plateformes décentralisées. Donc d'un côté, c'est bien, tu vois. Mais d'un autre côté, ce qui me fait peur dans cette affaire, c'est que les gens, justement, parce que ça marche pas sur les exchanges, ils commencent à partir sur des trucs un petit peu puants et que ça nous fasse une Terra Luna bis. Sur Binance, il y a des stablecoins conformes Mika. Je sais même pas, attends. Gemini, USD, Mika. Est-ce que c'est le Gemini USD? Il doit y avoir peut-être le Gemini EUR. Attends, Gemini stablecoin. Parce que je connais même pas le stablecoin de Gemini pour être... Apparemment, le Gemini, il est conforme Mika, mais je ne connais qu'un stablecoin GUSD. Et ce stablecoin GUSD, pour le moment, donc il est sur Coinbase. Ok. Bitstamp, qui était racheté par Robinhood d'ailleurs. Voilà. Et un peu on-chain. C'est pas fou quoi pour le moment. Pas trop comment ça va se passer. Peut-être le stablecoin de PayPal. C'est vrai, ça, parce que PayPal est établissement de monnaie électronique. Je crois même qu'ils sont établissement de crédit. PayPal de crédit. Ouais, c'est un établissement de crédit comme une banque PayPal. Et vous savez, PayPal a un stablecoin. PayPal stablecoin. Donc peut-être que le stablecoin de PayPal, il est compliant. Je sais pas trop comment ça se passe pour... J'ai pas regardé du coup. C'est pas précisé. Donc on a capital.fr qui nous en parle. Désolé, j'avais pas la réponse à cette question, donc on va découvrir ça ensemble. Non. Bon, d'accord, c'est qu'il y a ça, mais c'est pas lié. Mais je pense que le stablecoin de PayPal peut s'en sortir. Alors, du coup, CoinGecko, stablecoin. Principaux stablecoins par capitalisation. Tether, donc finito. USDC, l'USDC c'est émis par un acteur centralisé, donc finito. Le DAI, c'est censé être décentralisé. Donc pour moi, le DAI, ça bouge pas. Le DAI est safe. L'Ethena, ça se vend un peu comme décentralisé parce qu'il y a un jeton de gouvernance, mais bon, paye ta décentralisation, donc je sais pas trop. Et voilà, et il y a ce PayPal USD avec 400 millions de market cap, donc je sais pas. J'ai enlevé la cam depuis tout à l'heure, je vais la remettre. FUSD peut-être, ouais. FDUSD peut-être. J'avoue que je maîtrise pas trop. C'est qui l'émet ce FDUSD déjà? Je sais plus comment c'est géré. Pour moi, non. Pour le moment, ils sont pas Mika compliant. Déjà, ils sont où ces gens? First Digital Trust Limited. Ils sont localisés où ces gens? Le Trust Limited, je suis pas sûr que ce soit dans l'espace européen. Donc du coup, Hong Kong, voilà. Bon, Hong Kong. Donc pour moi, c'est mort. Pour moi, c'est mort. Donc du coup, voilà. Revenons-en à nos petites analyses. Pour moi, le DAI, ça ne bouge pas. Donc peut-être qu'il va y avoir plus de choses sur le DAI. Ethena, c'est particulier. Et après, ouais, PayPal. Ça, je ne connais pas du tout. USDB, c'est la première fois que je le vois. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est un stablecoin sur Blast. USD Blast. En parlant de Terra Luna, qu'est-ce que tu penses de l'USDA de Hungle? Je maîtrise pas du tout. Je maîtrise pas du tout, donc j'ai pas d'avis là-dessus. Comment DAI décentralisé alors qu'une partie est backée par USDC? Oui, c'est backé par l'USDC. Mais c'est géré de manière décentralisée avec un jeton de gouvernance, le maker, et une gouvernance décentralisée. C'est pas une entreprise qui génère du profit pour sa pomme. Donc c'est ça que je veux te dire. C'est là où c'est particulier. Et, du coup, on va voir comment ça va se passer. Et après, voilà, donc tu nous parles de stable indexés sur l'or. Justement, j'y viens. Il y a une autre catégorie d'actifs, en plus des stablecoins qui sont indexés sur des monnaies fiat, c'est ce qu'ils appellent des monnaies stables indexées sur un panier d'actifs ou d'autres actifs. Alors, je vais prendre ça, un article de Rekchar qui nous donne plus de détails. Donc, il nous dit que Mika distingue 3 types de crypto-actifs principaux. Donc, des jetons de monnaie électronique, ce qu'on a l'habitude d'appeler stablecoin, donc e-money token, c'est basé sur du fiat. Et ensuite, tu as ce qu'ils appellent les tokens ART.
Asset Reference Token. C'est des real world assets pour la plupart. C'est des real world assets. Donc, cryptoactifs qui visent à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou à un autre droit, une combinaison de ceci. Le sous-jacent peut être l'or, une matière première comme le pétrole, etc. Donc, on nous explique d'ailleurs que pour être autorisé à émettre des tokens art, il faut soit un agrément d'établissement de crédit, comme une banque, donc c'est clairement pas facile à obtenir, soit demander une licence spécifique, un agrément spécifique d'émetteur de ce type d'actifs, au cas par cas. Donc là aussi, ça va être un sacré bourbier pour les émetteurs de Real World Assets, de ce que je comprends. J'ai vu personne en parler dans la communauté, mais je pense que ça va beaucoup freiner le marché. Voilà, il y a aussi le LUSD de Liquity en stablecoin décentralisé. Je suis d'accord. Très bon stablecoin, le Liquity, mais niveau liquidité, on va vérifier ça tout de suite. Non pas que ce soit fou dingue. Hein. Ouais, voilà, il n'y a même pas 100 millions de dollars de liquidité, donc on en fait vite le tour. Voilà pour cette histoire de Mika. Donc, best case scénario, il y a plein de gens qui s'intéressent à la décentralisation des stablecoins et au protocole décentralisé, donc très bullish pour la DeFi. Et d'un autre côté, gros frein pour l'industrie à échelle européenne. Plus création de panique pour les gens qui ne savent pas trop quoi faire de leur Tether. Mais bon, pour le moment, tu peux les vendre. Tu peux t'en débarrasser. Ensuite, on va revenir sur les actualités Starknet. Alors, cette semaine, Starknet nous a expliqué qu'en plus d'Ethereum, ils veulent devenir un Validity Rollup sur Bitcoin. J'ai fait une vidéo complète avec Abdel pour parler de tout ça, très complète. Alors je vais aller vite pour que vous ayez les grandes lignes et pour ceux qui veulent creuser, je vous laisserai regarder la vidéo que je vous laisse aussi en description pour ceux qui m'écoutent sur YouTube. Quand même le timecode. En gros, dans un premier temps, on parle en fait du marché. On parle de l'opcode OP4 de Bitcoin. Alors si vous voulez, OP4 ce serait une nouvelle fonction qu'on réactiverait sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'elle a existé au lancement de Bitcoin. Puis elle a été désactivée par Satoshi Nakamoto parce qu'à l'époque, il y avait un risque de spam sur le réseau. Si réactivation de cet opcode il n'y aura plus cette possibilité de spam, ce sera patché, mais il y aura peut-être de problèmes potentiels que ça crée sur Bitcoin. Donc, ça créerait du spam, ça rendrait le réseau moins efficient, etc., etc. Donc, il y a un vrai arbitrage qui se fait au niveau de la communauté, mais la communauté semble plutôt positive à l'idée de réactiver OP4. S'il y a une activation d'OP4, donc de cette fonction, ça permettrait d'avoir des ZK Rollup ou des Validity Rollup, si vous préférez, natifs sur Bitcoin, parce qu'actuellement, on a des sovereign Rollup, c'est pas des vrais Rollup ZK, c'est des espèces de Layer 2 sous forme de sidechain où on vient stocker de la donnée sur Bitcoin, mais on n'a pas... On n'hérite pas de la sécurité sous-jacente de Bitcoin, on peut pas faire des applications aussi complètes et concrètes qu'on le souhaite. Donc ce qu'on espère, c'est que cette activation de l'opcode OP4 se fasse d'ici un an et demi, si la communauté est d'accord. À la suite de l'activation de l'OP4 sur Bitcoin, on aurait du coup plein de ZK Rollup natifs qui arriveraient sur Bitcoin. Et pas que Starknet, hein, bien sûr, hein, ce serait le cas pour beaucoup d'acteurs. Donc on pourrait imaginer une explosion de la DeFi sur Bitcoin, parce que Bitcoin est aujourd'hui le Layer 1 le plus décentralisé qui existe, le plus sécurisé qui existe, de par son fonctionnement en fait. Donc Starknet nous explique que si OP4 est activé, eh bien Starknet deviendra aussi un Validity Rollup sur Bitcoin à horizon 6 mois après l'activation d'OP4. Donc si vous comptez un an déjà pour l'activation d'OP4, puis vous rajoutez 6 mois avec Starknet, ça fait déjà un an et demi, ça devrait nous occuper. Ensuite, du coup, s'ouvre le débat, est-ce que Bitcoin ne rendrait pas un peu Ethereum obsolète? Il y a un petit peu. Il y aura toujours de l'activité sur Ethereum de par son histoire, de par le fait que c'est beaucoup plus designé pour des rollups, que ça coûtera moins cher, etc. Mais il y aura toujours des gens qui préfèrent Bitcoin. Donc ça créera des parts de marché, pour Bitcoin vis-à-vis de la DeFi. Alors ensuite, on revient sur les actualités de Starknet, donc parallélisation des amélioration du séquenceur, donc ça devrait booster entre 3 et 10 fois les capacités du réseau. On aura également du block packing qui va encore booster les capacités du réseau, et un système qui est très intéressant qui s'appelle les ZK Trade et qui sera probablement un système qui va arriver sur d'autres ZK Rollup aussi. L'idée ce serait d'avoir du sharding possible grâce au ZK sur différents Layer 1, Layer 2, etc. Donc ça permettrait de booster les capacités. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on va avoir sur plein de layers. Donc savoir que la technologie ZK, elle va débloquer tellement d'usages, ça va être un truc de ouf. EigenLayer est le deuxième protocole DeFi en termes de TVL avec 20 milliards de dollars. Donc voilà, EigenLayer, malgré ce qu'on en dise, la TVL, elle continue d'augmenter. Je sais pas si la TVL de Lido baisse en revanche, j'ai pas regardé. Ethereum protocole, on va vérifier ça tout de suite. Donc il faut juste aller dans protocole. Ah, ça m'énerve. Donc Lido, il y a une TVL qui se porte bien hein, quand même. Hein. Stagnante mais qui se porte bien. On est quasiment à la moitié de la TVL de Lido sur EigenLayer. Hein. Énorme. En sachant que le jeton n'est pas encore sorti et claim. Les usages, on en est qu'au tout début. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Vérifier un truc là aussi. Quand vous allez sur EigenLayer, le site. Alors c'était où? Dans l'écosystème. Hein, voilà, Project Directory. Et voilà. Là on peut voir tous les projets. Donc j'enlève opérateur. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets
projets basés dessus, oui. J'ai pas encore fait le point de tous les projets, mais ça commence à se rajouter. Hein. Mais bon, c'est surtout du bridge, des layers de toutes sortes, des protocoles d'interopérabilité. Après, on a Versatus, je vous en avais déjà parlé dans une émission. Ils veulent proposer toute une stack technique pour permettre la décentralisation totale des applications, que ça passe par le CDN. Witness Chain, c'est un projet d'Epine, je connais pas du tout. Pour le moment, on n'est pas très renseigné sur les usages liés à EigenLayer, enfin les applications en tant que telles. Ça va être intéressant de regarder ça. Cyber, je connais pas. Ensuite, il y a eu ça qui a fait pas mal de noms. Le son a diminué il y a 1 minute. Ok. Sanctum annonce le lancement de l'airdrop de Cloud, donc son jeton de gouvernance, et eux disent aussi ce sera un jeton sans VC et on paiera pas de frais de listing à aucun exchange. Si les exchanges veulent nous lister chez eux, c'est tant mieux, mais on paiera pas. Ils mettent en évidence une tokenomique un peu moins flinguée que d'habitude. Je dis un peu moins, hein, j'ai vu les gens s'exciter, mais je trouve pas ça non plus ouf de chez ouf. Hein. On a quand même 25% pour l'équipe, 30% pour la commu, seulement 13% pour les investisseurs. Et réserve, launchpad, etc. Je trouve pas ça non plus fou. Hein. C'est un jeton de gouvernance, quoi. Donc pour ceux qui connaissent pas Sanctum, c'est un protocole de liquid staking pour des actifs de toutes sortes qui a très bien marché sur Solana. Vous pouvez par exemple staker du Sol, obtenir un protocole de liquid staking Sol qui va vous redonner le rendement de la validation de blocs, etc. Mais il y a d'autres jetons de liquid staking qui sont proposés. Le jeton n'est pas encore sorti, il y a une campagne d'airdrop en cours, voilà. Et j'ai été assez impressionné par la TVL en revanche. On est quasiment à $1 milliard de TVL hein, sur cette affaire. Ça a explosé rapidement avec la hype des airdrops. Là, les gens sont à fond la caisse. Voilà pour les petites actus. Ensuite, qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Ouais, alors ça m'a fait rigoler. J'ai pas du tout farm ZK Sync. Donc, on a Paxos qui est un gros émetteur de stablecoin. Hein. Il s'occupait du stablecoin de Binance avant de les enlever. Ils ont émis un nouveau stablecoin. Alors, quand tu vas... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Paxos, quand tu vas sur leur site et que tu vas dans le header, tu as Product. Voilà. Donc tu peux voir qu'ils sont en charge du stablecoin de PayPal. Ils ont leur propre stablecoin USDP. Et ce fameux Lift Dollar. Et le nouveau stablecoin Lift Dollar, il a une particularité très très rigolote. C'est qu'en fait, il est accepté quasiment nulle part. Il y avait une seed phrase, j'ai vu. Oui. Regardez, ce stablecoin ne sera pas disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'espace européen, aux Émirats Arabes Unis, au Canada, au Japon, à Hong Kong et à Singapour. En Australie, en Afrique et dans quelques pays par-ci par-là d'Amérique du Sud, ouais. Mais bon, ça fait pas grand monde, quoi. Parce qu'en fait, ils ont tellement peur de se faire casser la gueule par les réglementations en toutes sortes que ça fait pas beaucoup à manger. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait ce fameux yield qui est redistribué. Il va y avoir une vraie guerre contre ça, hein, que ce soit aux US et en Europe. Ah si, il y aura peut-être la Russie qui pourra en profiter. Non, c'est pas ça le derrière. Pour le coup, Paxos, c'est un acteur très sérieux qui est probablement un des acteurs les plus transparents. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu regardes le stablecoin, tu as des rapports réguliers qui t'expliquent comment c'est backé. Dans l'exemple de l'USDP, historiquement, tu avais des rapports de partout. Un peu défini le standard, hein, en fait. Et justement, ils se sont séparés de Binance, je pense, parce qu'ils voulaient pas avoir de problème. Mais à chaque fois, tu prends un rapport mensuel et pour du trésor, pour une entreprise tiers qui s'occupe du rapport. Je crois même qu'il y a 2 entreprises. Un Trafi Network sur les dépôts, Red Chain Tank Depot. Tu vérifies également. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se passer pour PayPal. Il y a moyen que PayPal il marche de mieux en mieux. Donc l'action de Nvidia qui ne fait que monter. Beaucoup parlent de bulles, un peu comme ça a été le cas avec Tesla à un moment, sauf que là c'est vrai que c'est assez abusé parce que 8 market cap, 8 pour infinite market cap, voilà. C'est un site où tu peux voir les plus grosses capitalisations des actifs avec l'or en premier et après les actions d'entreprise. Donc Nvidia avait dépassé Apple, visiblement Apple est repassé devant. C'est assez impressionnant ce qui se passe avec Nvidia parce qu'au final Nvidia ils font des cartes graphiques, ils font même pas de processeurs, à part des processeurs serveurs un peu particuliers. Et ils font de l'IA, tout le monde veut de l'IA, ils ont cette espèce de monopole sur l'IA, ils ont complètement bouffé Google. Quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour le moment, les crypto IA, ça fait un peu la gueule. Hein. Tout le monde est dans le rouge, dont BitTensor d'ailleurs. Et le 13 juin, on va avoir du coup un stablecoin qui va popper en 2e position derrière NIR. Fetch va s'appeler ASI, il va y avoir la migration. Et les tokens de SingularityNet et Océan vont tous fusionner avec l'ASI. Et en plus de ça, il va y avoir des nouveaux tokens d'émis. Donc on sera sur une capitalisation de l'ordre de 6 milliards. Ça va être très très intéressant à surveiller. En gros, il va y avoir une guéguerre entre NIR Protocol. J'ai pas trop suivi ce qu'ils voulaient faire pour l'IA, mais de ce que je comprends, ils veulent arroser un paquet de développeurs pour qu'ils développent des solutions IA sur NIR, en sachant que NIR, souvenez-vous, hein, NIR c'est un projet qui a levé
de fou malade. CryptoRank, NIR, Fundraise, voilà, ils ont levé pour un total de 600 millions de dollars. Donc ils ont une trésorerie de fou malade. Hein. Et là, ils peuvent arroser. Hein. Voilà, et donc après ASI, après BitTensor, Akash évidemment, qui pourrait devenir un subnet de BitTensor. Il va falloir voir comment ça réagit. Mais pour le moment, ça bouge. Au niveau de l'intérêt général des crypto-monnaies, alors j'aime bien regarder un peu les viewers, etc. On le voit, ça stagne. Pourquoi on entend aussi peu parler de NIR s'ils ont levé autant? La scène française, ils l'ont pas trop couvert parce qu'ils n'ont pas de francophones chez NIR qui apparition de tous les côtés. Sur le bull run précédent, ils sont arrivés un peu en retard et en fait aujourd'hui c'est un protocole qui sait faire parler de lui auprès de la communauté anglophone, mais qui n'a pas profité des hype NFT, DeFi, etc. C'est juste la couche technologique en devenir qui est séduisante et là-dessus ils se vendent en fait. Donc peut-être qu'il va y avoir un bull run là maintenant à eux, même si ça a déjà bien commencé. Pour revenir sur l'histoire des viewers, donc on constate que alors on a toujours une cinquantaine à 70 chaînes qui streament de la crypto régulièrement, mais c'est pas énorme. Niveau viewers, c'est un énorme plateau. Depuis tout le bear, au niveau des viewers, on est entre 1005 et 2000 viewers simultanés par jour. C'est pas énorme. C'est-à-dire qu'Asher, il arrive, il fait un live, il prend ses 1000-1200 viewers, il fait quasiment la moitié, il fait même plus de la moitié de tous les viewers réunis. Donc intérêt sur Twitch extrêmement bas, intérêt sur les recherches Google extrêmement bas, vu sur YouTube ça baisse. Alors attends, vous pouvez regarder sur Social Blade notamment, prenez des chaînes YouTube, bah imaginez, et vous pouvez voir un petit peu. Alors d'ailleurs c'est vrai que Social Blade c'est pas hyper précis, comment ça s'appelle? MrBeast a sorti une plateforme, MrBeast Social Blade, il a sorti une plateforme, comment ça s'appelle? Vous vous souvenez ou pas? Elle est trop bien sa plateforme, parce qu'elle permet de bien analyser les données, et j'aimerais me servir de sa plateforme, voilà, ViewStat, parfait. Et là, tu mets un nom de chaîne. Tu peux voir un petit peu l'évolution normalement. Donc, au niveau des vues sur un an, ça dépend. Bon, s'il a une vidéo qui buzz ou pas. Ça dépend surtout du prix du Bitcoin. Hein. Au niveau des abonnements, voilà, bah, il y a eu une reprise de l'activité quand il y a eu les nouveaux airdrops, etc. Qu'il y a eu la hype après les ETF, le prix du Bitcoin qui fait des ATH. Des nouvelles, etc. Et puis après, plus rien. Donc vraiment l'intérêt pour les cryptos est extrêmement bas. Et pour moi, c'est un indicateur de fou malade. Quand tu fais pas trop de viewers sur Twitch, quand tu vois tes vues baisser sur YouTube, il y a une baisse de l'intérêt. Et ambiance bear market avec un Bitcoin à 70 000 $ et un Ether à 3700 $. C'est quand même assez impressionnant. Peut-être un problème avec le contenu qui est passé du non-compte. Moi, je fais moins de live parce que j'ai moins de choses à vous raconter. Voilà, donc déjà, il y a ça. Donc j'essaie quand même de, quand je fais un live, d'avoir des trucs à vous dire pour que ça fasse une belle émission. Tu vois, j'aurais du mal à live tous les jours sur de la crypto-monnaie. Alors que quand tu es en plein bull market, ça bouge tout le temps, donc tu as toujours des trucs à raconter, que ce soit les prix, les nouveautés, etc. Donc voilà, donc après, j'ai noté quelques trucs par rapport à Arbitrum aussi. Donc la semaine dernière, je vous avais parlé du fait que Arbitrum Stylus arrivait, et que ça allait être fini d'être voté. Bon bah ça a été voté à 99,9%. Donc Arbitrum Stylus, ça apporte une nouvelle machine virtuelle en complément de celle d'Ethereum sur son écosystème. Ça va booster les performances, ça va réduire la consommation de gaz, et ça va permettre de plusieurs types d'applications. Et donc certains projets ont profité de la nouvelle pour construire des applications basées sur la nouvelle machine virtuelle d'Arbitrum. Il nous explique que ça va réduire les frais par 4, donc ça c'est plutôt pas mal. Et dans la foulée, on a pu voir sur la blockchain Arbitrum, là aussi, qu'une proposition de gouvernance a été votée pour débloquer 220 millions de dollars en token ARB sur 3 ans, juste pour des projets liés au gaming. 220 millions de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire, hein. C'est assez affolant. Donc il donne plein de détails sur comment les fonds vont être dépensés, le comité, etc. Mais en gros, ils ont tout timé en même temps. Ils ont dit, voilà, on a une belle trésorerie. Le gaming fait partie des trucs qui pourraient ramener des gens sur la blockchain et donc sur Arbitrum. Qui pourraient développer notre écosystème. On arrive avec une nouvelle machine virtuelle. Donc, on va pouvoir faire venir des gens d'autres écosystèmes qui sont déjà habitués à développer des smart contracts en Rust. Des gens de chez Solana, de Polkadot, etc. Faisons-les venir chez nous. Et après, voilà, ils expliquent un peu plus en détail comment les fonds seront développés. Et 600 applications. Une centaine, voire 200 jeux. Et ils voudraient que les gens viennent migrer sur Arbitrum. Donc, c'est très intéressant parce que voilà, je vous parle beaucoup de Starknet de par ma proximité avec Abdel, mais j'essaie quand même de suivre ce qui se passe à côté. Personne, à ma connaissance, n'a débloqué un pognon pareil sur un Layer 1 pour du gaming. Là, on parle de 200 millions pour du gaming. C'est énorme. Arbitrum Stylus vient d'arriver.
Donc quelles sont les prochaines étapes? Permettez-moi juste de remettre un petit peu de musique qui casse la tête. Casse peut-être un peu trop la tête, alors attendez. Changement de musique. Prochaine étape, bah maintenant il faut que les développeurs viennent créer des applications qui exploitent cette nouvelle machine virtuelle sur Arbitrum et on va voir directement si c'est un impact positif sur l'écosystème. Quand je vais sur L2Bits, ça reste les grands champions. Arbitrum One avec 18 milliards, un peu en avance en termes de décentralisation de leur... En termes d'activité aussi, il me semble que niveau perf, ils sont très bons. Chainspect, Layer 2, en termes de perf, ils sont très bons. Avec, ça se la joue avec Polygon et Base, mais 32 transactions par seconde, une capacité de plusieurs centaines de transactions par seconde. Et donc, avec cette nouvelle machine virtuelle, potentiellement encore plus de transactions par seconde possible sur le séquenceur. Un block time extrêmement court, des frais extrêmement bas. Donc, surveiller Arbitrum. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'on aura des jeux AAA? Ça, c'est la question qui se pose. Hein. Et après, ouais, effectivement, comment ça s'appelle? Diaprada. Quand tu regardes les top blockchains pour le gaming spécifiquement, top blockchain game, pardon, ça se passe beaucoup sur Ethereum, le Layer 1 et sur Ronin. Oh, le son baisse encore. Ah ouais, mais là, les gars, c'est peut-être que je parle pas assez fort ou que mon compresseur, il est mal réglé, je sais pas. Tu veux lancer du gaming, il faut aller sur Ronin. Tous les projets sont hype. Ouais, ils sont hype, mais bon, ils me font pas rêver du tout. Hein. Le narratif des ZKP, tu en penses quoi? Plus particulièrement Mina, hein? Bah, faut qu'il y ait de l'application qui exploite le ZKP et qui mette en valeur le ZKP, mais le ZKP il est partout, hein. On parle de Zero Knowledge Proof, il est partout, mais ça va être surtout sur des layers de Ethereum. J'ai du mal à avoir un layer 1 bouffer tout le monde alors que tu peux l'avoir sous forme de layer 2 Ethereum et profiter de la sécurité sous-jacente d'Ethereum. C'est que le micro, je vais pas le manger, mais il est là, hein. Donc je sais pas quoi vous dire. Il y a peut-être un parasite pour mon micro. Et ImmutableX, tout à fait, est un projet qui fait office de layer 2 sur Ethereum, soit sur la technologie de Starknet, soit sur la technologie de Polygon. Donc voilà pour les nouvelles. On a aussi de plus en plus de projets qui viennent mettre à disposition des tokens sur le layer 2 Base. Le layer 2 Base est de plus en plus privilégié pour les utilisateurs d'Uniswap, c'est intéressant. Et je voulais revenir du coup sur nos dernières analyses fondamentales pour ceux qui veulent. Quand tu te rapproches, c'est bon, le son est plus fort. Ok. Au niveau des dernières analyses fondamentales, je ne les ai pas toutes relues. Il y a un petit peu de Picsou qui est passé derrière. Mais en tout cas, sachez que pour ceux qui s'intéressent à la narratif FHE, on avait sorti FNX, mais on a aussi sorti Zama. Donc on va regarder ça rapidement. Pour ce qui est de Zama, Zama c'est un écosystème FHE qui s'est spécialisé dans les crypto-monnaies, mais en vrai les utilités elles serviront au monde entier. Pour le moment, pas de token à l'horizon, mais ils ont levé énormément d'argent. Et quasiment tous les projets de crypto-monnaie qui exploitent la technologie FHE se basent sur les travaux de Zama. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est d'apporter de la confidentialité à des données, donc de permettre de rajouter une couche de confidentialité dans des protocoles qui ne le permettaient pas forcément de base. Par exemple, vous n'avez pas envie que les gens sachent ce que vous faites au niveau des smart contracts, donc ça peut vous protéger de la MIV. Ça peut être pratique pour protéger des données de santé, pour protéger des données bancaires, etc., etc. Regardez ça après. Regardez ça après. Et donc, pour ce qui est de Zama, eh bien, ils ont l'air d'avoir une tech assez solide parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui revendiquent faire du FHE. Mais bon, il y a faire du bon FHE et faire du FHE sur le papier. C'est-à-dire que si tu dis, je propose de la vie privée, mais que ta technologie, elle est facile à casser, en fait, ça perd tout son intérêt. Ce que promet Zama, c'est une technologie qui est vraiment solide au niveau de la confidentialité. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui leur fait confiance. Phoenix, du coup, c'est le premier roll-up Ethereum qui va être basé sur la technologie FHE. Mais sachez qu'il y a de plus en plus de projets FHE qui arrivent. Comment je peux avoir accès à mes listes, moi? J'ai noté à peu près 19 projets FHE. On a des analyses diverses et variées qui arrivent sur cet écosystème. Ça va être très intéressant. On est investisseur d'ailleurs sur un projet FHE, c'est Privacy avec l'équipe. On avait essayé de rentrer sur Phoenix, mais ça s'était pas fait. Et on va probablement mettre des billes sur d'autres... voilà. Donc après, on a couvert d'autres écosystèmes. Je les connais pas tous. Radix, je vais le lire parce que c'est un Layer 1 qui est assez ancien, mais qui avait une bonne hype à un moment. Xai, c'est un Layer 3 Arbitrum spécialisé dans le gaming. Autonolas, c'est des agents autonomes. Et après, voilà, il y a des trucs qui sont sortis depuis un petit moment déjà. Le Layer 1 Monad, Layer 1 Edera, etc. Tout ça, c'est expliqué dans des analyses fait maison. Voilà pour les nouvelles. Phoenix est une Orbitchain d'Arbitrum. Et ben ça, je ne savais pas que c'était un Layer 3 d'Arbitrum. Donc pour ceux qui veulent profiter de la baisse d'intérêt pour se mettre aux crypto-monnaies, vous avez ces formations qui sont disponibles gratuitement sur le site Coin Academy. Vous pouvez lire, qui vous explique tout. Et je suis en train de bosser sur une formation plus générale d'initiation en crypto-monnaie où je vous dis clairement ce qui va se passer. Je vous explique du coup c'est quoi une crypto-monnaie, à quoi ça sert, quelle est la plus-value par rapport à une monnaie traditionnelle. Ensuite, je vous explique comment utiliser un exchange centralisé, comment acheter sur un exchange centralisé, comment sortir les fonds de cet exchange centralisé pour avoir la main sur vos crypto-monnaies. Je vous explique aussi comment créer un wallet, MetaMask, comment acheter via carte bancaire sur MetaMask. Là, je commence à être sur comment exploiter des applications DeFi pour commencer
à faire joujou avec son argent, mais de manière totalement décentralisée. Après, on parlera de sécurité informatique pour éviter de se faire pirater ses fonds, bien sécuriser ses fonds, évidemment. Et je ferai le point sur d'autres sujets clés, je vais pas vous spoil, mais en tout cas, là, je vais faire en sorte que dans les prochains jours, ça avance bien. On traite tout ce qui est très important en crypto-monnaie pour que quelqu'un qui s'y connaisse pas ou peu en crypto-monnaie puisse attaquer directement sur l'initiation, cette initiation. Le contenu sera bien entendu totalement gratuit. Fait passer par Abi, pas Metamask. J'ai choisi Metamask parce qu'ils vont voir Metamask partout, mais dans la formation Ethereum, je l'ai fait passer par Abi et Metamask. Gros débat dans le chat. En tout cas, écoutez, la partie fondale sera plus courte de prévu. On va rester sur une émission d'1 heure. Voilà, c'est très bien comme ça. On se fera une émission analyse fondamentale dans la semaine. De mon côté, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Twitch, n'hésitez pas à le faire. Pour ceux qui m'écoutent sur YouTube, je vous laisse le lien de ma chaîne Twitch et celle de Picsou en description. Comme d'habitude, ce sera disponible sous forme de diffusion sur la chaîne de Coin Academy, chaîne où on vous sort toutes sortes de contenus. Et j'espère en tout cas que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à Twitch et à YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.